Philippe Jarry, bonjour. Alors on est ici au musée de l'avion, on voit, voilà, hein, pour faire un peu le décor. Tu bossais chez Airbus avant, donc raconte-nous comment on va commencer par là. Donc tu as travaillé dans l'aviation, mais tu as été pilote que récemment, donc raconte-nous le avant que tu étais pilote. Oui, donc passion de l'aviation depuis tout petit. Donc j'ai trouvé un job dans l'aéronautique, dans l'industrie aéronautique, dans les moteurs d'avion d'abord, et ensuite chez Airbus, où j'ai passé presque 30 ans. Et d'abord à vendre des avions aux compagnies aériennes, ensuite à essayer de concevoir la prochaine génération d'avions. Ça a été la 3XX, qui est devenue 380, et puis ça a été des réflexions sur que faire après la 330, la 340 et la 320. Voilà, et bon, passion du vol aussi, je n'étais pas pilote, mais le lendemain du jour où j'ai pris ma retraite, j'ai décidé d'apprendre à piloter, et aujourd'hui... Pas apprendre à voler, hein, parce que tu aurais pu te tromper. Hein. Voilà, exactement, et donc apprendre à voler, apprendre à piloter, et finalement, je suis aujourd'hui pilote privé avec 150 heures sur petit avion. Et un Cessna, quoi. Oh, ça s'appelle un Aquila qui est un avion à peu près un moteur de 100 chevaux, un biplace, et je découvre la discipline du vol, discipline due à la météo, au type d'avion, aux procédures, au contrôleur, à l'instructeur, et discipline personnelle. Donc l'aviation est une très grande discipline. Comme dirait un copilote allemand, il ne faut pas se planter. Voilà, exactement, surtout quand on a des responsabilités, parce que même quand on est seul à bord, on peut faire des dégâts au sol, donc on a une responsabilité vis-à-vis de l'environnement, et ça c'est clair. Alors, on va se lancer dans ton livre. Alors, on est aussi au Mas Palégri parce que ce sont les 20 ans de la disparition de Charles Nétinger. Charles Nétinger, père de Marc Nétinger, créateur du musée de l'avion et pilote de reconnaissance sur le même avion que ton père. Et hop, transition magnifique. Vas-y, lance ton livre et parle-nous de ton père. Et oui, voilà, je suis fils d'un officier pilote de l'armée de l'air qui a choisi la spécialité reconnaissance. Hein, c'est-à-dire reconnaissance photographique, aller chercher du renseignement, prendre en photo et ramener au commandement la preuve photographique de ce qui se passe au sol. C'est la mission que, par exemple, Antoine de Saint-Exupéry avait dans Pilote de guerre, mission sur Arras. Voilà, et donc j'ai baigné un peu dans cette atmosphère. Et quelques années après la disparition de mon père, après une très longue carrière dans l'aviation, qui l'a amené jusqu'à 3 étoiles, j'ai décidé d'écrire son histoire, que j'ai écrite avec l'aide de l'armée de l'air, de pas mal de ses anciens camarades. Donc ça part des années 30 aux années 70 ? Voilà, donc j'ai commencé l'aventure vraie au moment où mon père prépare les concours militaires en 1938-39. À l'époque d'ailleurs il veut être officier de marine, puisque son père est officier de marine. Et puis les Allemands en mai 40 vont en décider autrement, et il n'y aura pas de concours naval en 1940. Par contre, l'école de l'air, violant les conditions d'armistice, va organiser un concours. Et en zone sud. Et mon père va être reçu. Et ainsi, au lieu d'être officier de marine, il sera officier de l'armée de l'air, pilote de reconnaissance, et il y fera toute sa carrière. En fait, c'est le chemin quasi inverse de Bob Maloubier, qui voulait faire pilote de chasse, qui s'est retrouvé espion. Voilà, on s'imagine que les vies sont souvent des lignes droites. En fait, les événements font que ce sont des lignes brisées, des lignes courbes. Et la grandeur des carrières, en fait, c'est de savoir s'adapter aux circonstances qui font que vous avez des changements de cap. Et lui, c'était ce changement de cap extrêmement important qu'il a accepté, et il est devenu un très bon pilote dans l'armée de l'air. Il est aujourd'hui d'ailleurs choisi par l'armée de l'air comme parrain de l'école de pilotage de l'armée de l'air, donc exemple pour tous les jeunes pilotes. Alors, dans ces 500 pages, il y a des anecdotes particulières, tu peux nous en raconter une saillante? Oui, alors, il y a quelques anecdotes. Bon, il a été pilote sur le fameux bimoteur P-38, donc une anecdote... Donc le Curtiss P-38, Lightning P-38 de Lockheed, le même avion que Saint-Exupéry. Alors il est en grande mission pendant 6h30 tout seul, allant du Maroc directement à l'Allemagne. Et il emporte dans le nez de l'avion, à la place des caméras, son mécanicien. Voilà, alors c'est assez acrobatique pour le mécanicien, il fait froid dans le compartiment, et il y a un signal que le mécanicien mal installé peut donner, il agite une poignée que le pilote voit et il allume les réchauffeurs. Et puis au niveau des Baléares, l'avion commence à tanguer dans tous les sens, et puis de la fumée se répand dans le cockpit.
Donc mon père se demande ce qui se passe, il est là au large des Baléares, il y a de l'eau partout, et il fait mauvais. Que faire? Abandonner l'avion, c'est abandonner le mécanicien tout seul, parce qu'il ne peut pas, le mécanicien ne peut pas sortir tout seul avec le parachute de ce compartiment qui n'est pas fait pour lui. Donc abandonner l'avion, c'est condamner le mécanicien à une mort certaine. Donc ça ne peut pas se faire. Et puis voilà que la fumée se résorbe. Mon père décide de continuer le vol jusqu'à Fribourg en Allemagne, et après s'être posé, le mécanicien sort de son compartiment, se présente au lieutenant, mon père, en lui disant « Mon lieutenant, j'ai failli nous tuer tous les deux, et je vous demande d'accepter mes excuses. » Et là, le sous-officier explique ce qui s'est passé. Il avait transporté en fraude des sacs de café dans le museau de l'avion, réservés aux caméras, et lorsque mon père avait mis le chauffage, eh bien, les sacs de café s'étaient torréfiés et avaient commencé à prendre feu. Voilà. Et donc, le pauvre mécanicien s'était ingénié à quatre pattes dans le compartiment à essayer d'éteindre le feu qui risquait de faire brûler quasiment tout l'avion. Voilà. Et les deux hommes avaient décidé, après ce vol, de garder le secret toute leur vie sur cet épisode. Et moi, puisque mon père et puis ce sous-officier ont disparu tous les deux, j'ai décidé de transcrire cet épisode qui montre bien les conditions dans lesquelles les uns et les autres volaient à l'époque. Le mécanicien s'appelait Jacques Vabre, évidemment. Il aurait pu s'appeler Jacques Vabre. Alors, on voyage aussi avec l'époque, les guerres, donc il se farcit toutes les guerres aussi au passage. Alors c'est un militaire. On voyage beaucoup, 36 ans de carrière dans les années 30 jusqu'aux années 70. On connaît d'abord la défaite de la France, les maquis, ensuite le réentraînement aérien aux États-Unis, puis une affectation en Allemagne face au rideau de fer, ensuite la guerre d'Indochine, guerre coloniale qui va se terminer en 1954. Désastre de Dien Bien Phu, donc. Désastre de Dien Bien Phu, sur lequel mon père a volé. Et ensuite, retour en métropole, à nouveau face au rideau de fer, et puis là les choses vont changer. On passe aux avions à réaction, nouvelles missions qui sont projetées pour réagir à l'invasion attendue à tout moment des forces du pacte de Varsovie. Et puis le fait nucléaire, la bombe française, l'affaire de Suez. Donc 56, canal de Suez, Nasser, nationalise le canal. Voilà, et la France et l'Angleterre et Israël. Voilà, et la France, l'Angleterre et Israël complotent ensemble pour monter une grande opération pour récupérer le canal et abattre le colonel Nasser. Alors c'est une opération réussie, mais sous la pression de l'Union soviétique et des Américains, on relâche le canal. Voilà. Et donc l'avion qui est présenté derrière moi, le RF-84F, voilà. C'est un avion de reconnaissance qui a fait l'essentiel des missions de reconnaissance au service de la France, de l'Angleterre et d'Israël pour évaluer la menace égyptienne et identifier les objectifs pour les chasseurs pour réduire cette aviation égyptienne. Alors l'aviation égyptienne était... ils avaient des MiG, en gros. L'aviation égyptienne était essentiellement équipée d'avions russes, formés par des instructeurs soviétiques. Voilà, et donc c'est un affrontement en 1956, qui en prépare d'autres. Il y aura la guerre des 6 jours en 67, puis ensuite la guerre du Kippour en 73, etc. Donc, avec le même affrontement aérien. Avec toujours le même affrontement aérien extrêmement important entre des matériels de l'Ouest contre des matériels de l'Est. Alors du coup, la Normandie-Yémen, on a un peu oublié, mais bon, ça n'a rien à voir. Ceci est une autre histoire, comme disait Rudyard Kipling. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en plus de ce bouquin? Il y a un tome 1 et un tome 2, en gros, parce que tu as eu de quoi raconter plein d'histoires. Oui, une carrière extrêmement riche. Donc, le premier tome, c'est 1938-1954, donc tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Indochine. Et le tome 2, c'est le temps des réacteurs, retour d'Indochine. Il va très rapidement se déclarer la guerre d'Algérie à partir de 1954, la guerre froide, l'équilibre de terreur nucléaire, et puis le livre se termine par un très long chapitre aux États-Unis, puisque mon père a terminé sa carrière comme attaché de défense des 3 armées auprès de l'ambassade de Washington. Au moment où la guerre du Vietnam américaine se termine, au moment de la guerre du Kippour, et au moment où les relations entre la France et les États-Unis, politiquement, ne sont pas faciles du tout.
Ça, c'était du temps de général de Gaulle, hein, c'est pas Sarkozy. C'était du temps de Georges Pompidou, Ah, Giscard d'Estaing. Voilà. Et mais on n'est toujours pas dans l'OTAN. On n'est pas dans l'OTAN. La France a un rôle un peu singulier en Europe, que les États-Unis n'arrivent pas toujours à comprendre. Et c'est un peu je t'aime moi non plus. Hein, entre la France et les États-Unis, il y aura un épisode qui va bien marcher, c'est à l'été 76, la célébration du bicentenaire de l'indépendance américaine, où la France va être à l'honneur avec l'amiral d'Estaing, avec l'amiral de Grasse et avec la victoire de Yorktown. Donc il y aura quelques épisodes ensoleillés, mais il y aura surtout de gros nuages entre les deux pays. Mais ça c'est fini vu qu'on est devenu atlantiste depuis Sarkozy. Voilà, alors aujourd'hui effectivement, dans tout ça on peut dire c'est de l'histoire ancienne, mais il est utile pour comprendre l'histoire d'aujourd'hui d'avoir lu l'histoire des décennies précédentes pour savoir comment on en est arrivé là. Toujours un homme averti en vaut deux. Et donc le travail que j'ai fait est un travail de mémoire pour que les hommes d'aujourd'hui, les hommes et les femmes d'ailleurs, d'aujourd'hui en valent deux. Ce serait un petit peu mon mot de conclusion. Philippe Jarry, merci. Merci à vous.